Merci, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux assister à ce dernier débat de la matinée qui s'annonce très intéressant. Le sujet, il est vrai, s'y prête puisqu'il pose une question fondamentale. Les compagnies classiques européennes peuvent-elles rester des leaders mondiaux? Autrement dit, Air France-KLM, Lufthansa, IAG, pourront-ils rester des acteurs majeurs qui pourront imposer leur stratégie, se faire entendre encore dans les alliances dans lesquelles ils appartiennent, ou au contraire, deviendront-ils des acteurs secondaires incapables d'accomplir leur mission première, qui est de relier l'Europe avec le reste du monde? Il y a une dizaine d'années, ces questions ne se posaient pas. Les compagnies européennes dominaient le long courrier grâce à la puissance de leur hub. Et l'environnement concurrentiel était évidemment moins intense. Les low cost et les compagnies du Golfe étaient encore des nains. Les transporteurs américains étaient quasiment tous en faillite. Aujourd'hui, ce sont des concurrents redoutables. Les majors européennes sont pris en tenaille du coup entre les compagnies low cost sur le moyen courrier et les compagnies du Golfe, les compagnies américaines, les compagnies asiatiques sur le long courrier. À cette pression concurrentielle accrue s'ajoute une conjoncture morose en Europe et une lourde taxation qui handicape leur compétitivité. L'avenir du transport aérien européen est donc une question centrale. Pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir de grosses personnalités du transport aérien. Alexandre de Juniac, PDG d'Air France-KLM, et Claude Abraham, ancien directeur de la DGAC, qui a rendu l'année dernière un rapport qui avait fait du bruit, intitulé « Les compagnies aériennes européennes sont-elles mortelles ?» Alors ma première question sera pour vous, Claude Abraham, un an après la remise de ce rapport. Êtes-vous pessimiste ou optimiste sur l'avenir des grandes compagnies classiques européennes? Pessimiste ou optimiste, je ne sais pas. Préoccupé, sûrement. Sinon, ce rapport n'aurait pas eu lieu. Il est certain, vous l'avez dit il y a quelques instants, que le paysage concurrentiel a beaucoup évolué. La concurrence n'est pas nouvelle. Il fut une époque où, effectivement, on parlait beaucoup de Singapore Airlines, on en parle un petit peu moins. Il y a le Golfe, il y a les low cost. Il y a également cet élément nouveau qui est l'éruption d'Internet et le fait que pour les passagers aujourd'hui, les choix sont multiples et que la concurrence, c'est la concurrence de tout le monde, par tout le monde pour aller n'importe où. Et par conséquent, il est sûr que demeurer ce que vous avez appelé des leaders, c'est en fait faire partie des principaux transporteurs du monde, est aujourd'hui quelque chose qui est loin d'être évident. La bataille sera extrêmement rude. Sera-t-elle perdue? Sans doute pas. Sera-t-elle gagnée? Peut-être pas. Je crois qu'effectivement, l'avenir est ouvert. Pensez-vous, par exemple, que les restructurations aujourd'hui menées par Air France-KLM, par Lufthansa, par IAG seront suffisantes ou pas? Je crois que le propre d'une grande entreprise est d'être en restructuration permanente. Donc, ces restructurations seront-elles suffisantes? Oui et non. À court terme, sans doute. À long terme, il y en aura d'autres. Le marché évolue de façon extrêmement rapide. Dans ce domaine du transport aérien, il y a des nouvelles tous les jours. Et par conséquent, ces trois compagnies vont continuer à s'adapter au cours des années à venir. On appellera ça restructuration ou pas. En tout cas, il est certain que leur stratégie va être en constante évolution. Et l'étape d'aujourd'hui, les restructurations qui sont en cours, est forcément une étape. Tant qu'elles seront vivantes, le jour où elles ne se restructureront plus, c'est qu'elles seront mortes, ça serait une très mauvaise nouvelle. Alexandre de Juniac, partagez-vous l'analyse de Claude Abraham? Les compagnies européennes peuvent-elles rester des leaders mondiaux selon vous? Je crois que si je ne partageais pas cette analyse, c'est-à-dire si je ne pensais pas que les compagnies ont un avenir, je ne serais pas là d'abord. Commencer par des choses. Et donc on va se battre à mort pour que ces compagnies aient un avenir. Alors pour moi, elles ont un avenir dans plusieurs domaines. Premièrement, la tradition du long courrier européen, qui est assez ancienne et assez puissante, elle a été bâtie, comme vous savez, sur les empires coloniaux en réalité. C'est comme ça que ça a marché. Puis ensuite, on a transformé ça en hub. Et puis on est devenu très puissant parce que l'Europe est une puissance exportatrice assez forte, où les gens travaillent, où les gens voyagent beaucoup plus que l'Asie et en fait l'Amérique du Nord en réalité quand on y réfléchit. Donc c'est comme ça qu'on a bâti des systèmes qui marchaient extrêmement bien de long courrier. Alors maintenant les autres régions voyagent, les autres régions exportent. Donc pour nous, la chose est simple. Soit on est capable de capter les passagers en dehors d'Europe, soit ça va être compliqué.
Voilà. Donc ça veut dire un réseau d'alliances extrêmement puissant avec les Américains, c'est ce qu'on a fait avec Delta, nous, et puis avec les Chinois, alors les Coréens, les Japonais, l'Asie du Sud-Est, éventuellement une compagnie du Golfe pour prendre des passagers en Asie. D'accord ? Donc ça, c'est le long courrier. Hein. Et puis dans le court et moyen courrier, on a une offensive très très forte, hein, des low cost, que nous avons sous-estimé, c'est vrai, hein, enfin, comme toutes les compagnies traditionnelles. Hein. Et donc pour nous, comme je l'ai déjà dit, il faudra probablement développer une branche low cost extrêmement puissante, voilà, en Europe. Ben justement, vous parlez de low cost. On voit sur le court et moyen courrier que le modèle low cost dominant est un modèle en fait value cost, un modèle hybride, dont les opérateurs comme Vueling, EasyJet et demain Ryanair se développent sur les grands aéroports avec des services de qualité et donc entrent en concurrence frontale avec des compagnies comme les vôtres. Pensez-vous qu'il y a encore de la place pour des opérateurs classiques comme vous, ou tout le marché risque de basculer low cost? Pour nous, il y a deux situations. Hein. Il y a l'alimentation de nos hubs qui est fait par nos avions et nos marques, en gros. Hein. Donc c'est KLM pour Schiphol et Air France pour Charles de Gaulle. Pourquoi est-ce qu'on pense que ça doit être fait par nos marques et nos avions? Parce qu'il y a une continuité de produits et de voyages entre quelqu'un qui fait par exemple Nice, Paris, New York. C'est compliqué de dire au type on va vous bichonner sur Paris, New York, alors sur Nice, Paris, vous allez être traité à coups de pied en derrière. Ça va être commercialement compliqué. Outre le fait, plus fondamentalement, que nous ne voyons pas, peut-être qu'on se trompe, hein, comment une low cost peut alimenter un hub. Soit parce que vous êtes obligé de désoptimiser votre low cost, parce que ce qui est important, c'est pas d'optimiser pour un hub, hein, c'est pas d'optimiser vos avions court et moyen courrier, c'est la correspondance. C'est que vous arriviez à l'heure pour prendre le long courrier ou que vous récupériez les passagers du long courrier. Donc c'est pas de faire tourner vos avions court et moyen courrier. Donc vous désoptimisez votre low cost. Ou alors vous optimisez votre low cost, mais vous ratez vos correspondances. Donc c'est un peu, nous pense pour l'instant, que le modèle low cost n'est pas totalement adapté à l'alimentation des hubs. Et puis alors, il y a l'autre situation qui est le point à point chez nous, qui est pour l'ensemble des compagnies comme Air France, KLM, d'aller d'un endroit à un autre sans correspondance. Et ça, c'est vrai qu'il y a une très grande partie du marché qui est pris par le low cost et que nous adresserons, nous, avec notre propre low cost qui est Transavia. Voilà. Qui est une quality low cost pour reprendre un petit peu, ou une value low cost pour reprendre vos termes. Voilà. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Quand vous dites pour la correspondance, on ne voit pas de low cost, est-ce que ce n'est pas une simple question de taille de la part des low cost et que si elle se développait encore plus fortement sur les gros hubs, il y aurait des connexions naturelles qui se feraient Si, c'est possible. Je ne dis pas que la low cost, qu'on ne peut pas du tout alimenter un hub, mais je pense que c'est marginal. Parce que vraiment, hein, ce qui est important, c'est la correspondance. Donc c'est que votre programme de vol de court et moyen courrier qui alimente le low cost soit complètement connecté avec votre programme de vol long courrier. Pour une low cost, ce qui est important, c'est de faire tourner ses avions. Hein, donc minimiser les temps de demi-tour et puis voler beaucoup. On voit bien que ce n'est pas totalement compatible, hein, avec l'ajustement des programmes. Il y aura une partie qui se fera, mais je pense qu'elle sera marginale. Voilà. Outre la continuité de produit, encore une fois. Hein. Je ne sais pas si dans cette salle, vous seriez content qu'on vous bichonne sur la partie long courrier, et puis qu'ensuite on vous dise, bon, maintenant on vous a assez vu, et hop, on vous traite très 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 mal sur la partie court courrier. C'est quand même compliqué à expliquer, hein, commercialement. Je crois, hein, moi. Monsieur Abraham, pensez-vous, que les grandes compagnies européennes sont condamnées ou pas à transférer leur réseau court et moyen courrier soit à des filiales à bas coût, soit à nouer des alliances avec une low cost pour exploiter cette partie du réseau? Je crois que le problème se pose un peu différemment. Ça a déjà été évoqué, mais il faut y revenir sur le point-à-point, où manifestement les grandes compagnies actuellement sont toutes les trois en train de transférer leur trafic point-à-point, du moins ce qu'il en reste, sur leur propre filiale, soit sur leurs concurrents. Et puis sur l'alimentation des hubs, là le problème qui se pose est un petit peu différent de ce que M. De Giac vient de dire. Je veux dire, le problème qui se pose n'est pas tellement que l'alimentation du hub soit faite par les low cost. Le problème, c'est que la concurrence du low cost sur les trafics qui touchent le hub risque effectivement de tirer vers le bas les tarifs de préacheminement et par conséquent de rendre un peu plus compliqué l'existence des compagnies traditionnelles sur ces tarifs d'acheminement. Elles ont ces liaisons, disons province-Paris, qui ont cette double mission d'assurer de la liaison
point à point et de faire de la correspondance, les low cost vont effectivement, progressivement, peut-être plus lentement parce qu'il n'y a pas des masses d'espace sur les aéroports, prendre une partie du trafic, donc vider une partie des avions, tirer les tarifs vers le bas et par conséquent encore compliquer la combinaison tarifaire entre le préacheminement et le long courrier. Et ça, c'est une menace redoutable à laquelle les compagnies feront sûrement face, puis qu'il faut quand même évoquer. On est là sur un marché, sur un complément de marché pour les low cost qu'elles attaquent aujourd'hui progressivement, du moins pour certaines d'entre elles, et qui effectivement complique de loin la tâche de la compagnie, même sans pour autant que les low cost jouent ce rôle d'alimentation du hub, parce qu'effectivement, je crois que M. De Juniac a raison pour cause, la correspondance pour les passagers, et a fortiori pour les bagages, poserait de graves problèmes. Mais les tarifs justement d'acheminement sont pour l'instant inclus dans les tarifs long courrier. Donc comment faire cette différence? Mais ils sont inclus, mais ils sont inclus dans la mesure où effectivement les tarifs long courrier permettent encore ce qui est en fait une subvention du tarif d'acheminement. Mais comme ces tarifs sont un peu tirés vers le bas, la subvention va difficile, la combinaison devient difficile. Donc effectivement, les compagnies aériennes qui perdent de l'argent sur ces vols de préacheminement, jusqu'où iront-elles? Quelle part de perte accepteront-elles pour alimenter un réseau long courrier supposé demeurer rentable? C'est une des questions qui, me semble-t-il, se pose. Oui, Monsieur De Gignac, un passager sur deux, je crois, qui va à Roissy est un passager en correspondance, et l'autre en point-point, c'est ça? 70% à Schiphol. D'accord, encore plus. Donc pour nous, c'est absolument clair. Enfin, s'il fallait prendre les choses autrement, s'il n'y avait pas de hub, nous n'aurions plus qu'une vingtaine de destinations long courrier à Charles de Gaulle au lieu de 70-80. Donc il s'en serait terminé de la grande compagnie internationale. Et je ne parle même pas de KLM, c'est encore pire, évidemment. Justement, sur le long courrier maintenant, Alexandre de Gignac, comment les grandes compagnies classiques peuvent-elles résister à la concurrence des compagnies du Golfe, asiatiques ou américaines? Nous voyons les choses différemment en fonction des concurrents. Ce que nous demandons au pouvoir public français et européen, c'est d'essayer d'établir des règles de concurrence homogènes, ce qu'on appelle un level playing field qui soit homogène, puisque les différences entre les concurrents se jouent de la manière suivante. Bon, il y a des statuts sociaux au sens large, c'est-à-dire y compris les règles d'emploi des personnels. Il y a les statuts fiscaux, si je puis dire, ou les règles fiscales applicables, et puis il y a le financement des infrastructures. Sur ces trois domaines-là, on peut dire que les compagnies du Golfe ont un assez gros avantage, qu'on connaît d'ailleurs, parce que quand on arrive à Dubaï, on ne paye pas l'aéroport, en gros, parce que c'est un financement fiscal. C'est un choix d'État. C'est la souveraineté des États, tout simplement. La simplement. souveraineté des États que de choisir ça. C'est un tout petit peu difficile pour nous. Si je ne payais pas mon ami Augustin, ni le patron de Schiphol, je ferais quelques économies, mais je pense qu'il ne serait pas content. Et voilà, c'est ce que je comprends. Donc ça, c'est un premier sujet. Comment les infrastructures sont financées? Bon, les statuts sociaux, c'est un peu compliqué, parce que c'est dans le monde entier, il y a des fortes divergences de statuts sociaux. Mais déjà, sur le financement des infrastructures, on voudrait regarder. Après, il y a des règles en Europe qui doivent être appliquées par les compagnies dites non européennes, les règles de contrôle en matière d'investissement dans les compagnies. Vous savez qu'on n'a pas le droit de prendre plus de 49% et d'exercer le contrôle effectif sur une compagnie européenne quand on est non européen. Donc nous demandons aux Européens de faire appliquer ça. Et ça ne s'applique pas qu'aux compagnies du Golfe. Ça s'applique aussi à des compagnies chinoises, des compagnies américaines, etc., qui ont pris des participations dans des compagnies. Pour l'instant, elles n'ont pas dépassé la limite autorisée. Oui, mais après, il y a la notion dite de contrôle effectif. Voilà, qui est une notion évidemment subtile, mais c'est une notion assez classique en droit boursier ou en droit des sociétés. C'est pas non plus une notion très nouvelle. Et puis, alors nous, ce que nous faisons, c'est comme si nous lançons la bataille des coûts, on a perdu. Il ne faut pas se raconter d'histoire contre les compagnies asiatiques ou les compagnies du Golfe. La bataille des coûts, elle est perdue. Ou alors, il faudrait diviser les salaires de nos personnels par 2 à 3. C'est pas très facile. Comme vous pouvez imaginer. Donc il faut avoir un contrôle des coûts qui soit sérieux, mais notre chance à nous, Air France et KLM, c'est de se battre sur la qualité. Donc c'est un programme de qualité totale de très très haut de gamme. Voilà. C'est pas très original, d'ailleurs je ne prétends pas à l'originalité, mais vous aurez le meilleur produit du monde sur Air France KLM. C'est tout. Voilà. Pour que vous soyez prêts à payer un petit peu plus pour avoir quelque chose de bien. Et c'est encore plus vrai pour tous vos copassagers des pays émergents. Monsieur Abraham, que pensez-vous de cette stratégie de montée en gamme? Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, sachant que les compagnies visées, les compagnies du Golfe, ont quand même des standards de qualité qui sont assez importants? Je crois que les compagnies du Golfe ont réussi en tout cas à avoir une image exceptionnelle. Je ne sais pas, pour ma part, si cette image correspond à la réalité. En tout cas, pour l'instant, elles la maintiennent.
Et je pense que je fais confiance à Air France pour effectivement réussir le double challenge, la qualité et l'image de la qualité. Et les deux choses ne sont pas forcément identiques. D'autre part, cette montée en gamme, moi je suis mal placé pour en juger, sauf que ce que je peux dire, c'est que la montée en gamme est une spécialité française, qu'il n'y a pas que le transport aérien qui se positionne sur ce créneau. Après tout, il en est vrai des alcools, des vins, des parfums, ou même des vacances. Donc ceci n'est pas surprenant. Ne me demandez pas de dire si cette stratégie est bonne. Je n'ai pas qualité pour le faire. Je doute en tout cas qu'elle soit mauvaise. Monsieur Dugignac, vous voulez rebondir? Non, je voudrais dire une chose. C'est vrai que ce que vous dites, la politique de montée en gamme, ce n'est pas une très grande originalité et transport aérien, j'en conviens. Après, il faut que dans notre secteur, ça corresponde au positionnement des sociétés et des marques. Or, Air France et KLM, Air France un tout petit peu plus encore que KLM, est positionné très haut dans le monde. Vous, les passagers, majorité français qui est ici, vous êtes très sévères pour nous, en fait. Vous vous en rendez pas compte, vous êtes très sévères. Vous avez sans doute raison, hein. Mais il faut savoir que les étrangers sont un petit peu plus indulgents, voilà, et que le positionnement d'Air France dans le monde, par exemple, en tant que marque, est très très élevé. Donc, c'est pas totalement illogique, et c'est même absolument normal, de faire une politique de montée en gamme qui correspond au positionnement de la marque. Au contraire, même si on avait une politique de descente de gamme, ce serait une baisse de valeur pour la société Air France KLM considérable, parce que cette marque, c'est un actif qui a une valeur énorme, hein. C'est la deuxième marque en termes de notoriété après L'Oréal dans le monde, deuxième marque française. Vous voyez que ça vaut très 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 cher, en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut valoriser comme vous pouvez l'imaginer. C'est ça l'idée chez nous, hein, c'est de faire un produit qui correspond aux attentes des passagers, qui sont des attentes haut de gamme. Après, il reste à savoir si les gens voudront payer un peu plus cher pour... souvent, les gens sont difficiles, ils veulent à la fois la qualité et le prix. Non, moi, je ne crois pas, non. Non, ça, je ne crois pas. Ça, je suis convaincu que non, mais ça suppose que le produit et le service qu'on délivre soient très très bons. Vous voyez ? Voilà. On fait une promesse, on la tient. Et homogène. Et homogène, bien sûr, aussi. Lufthansa a annoncé avant-hier un projet de compagnie low cost, long courrier. On ne sait pas trop si c'est du low cost, si c'est du charter ou du mi-charter, mi-low cost, bon bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous pensez d'une manière plus générale que le low cost peut se développer sur le long courrier? Vous connaissez les ambitions, en tout cas les annonces de Ryanair. Comment vous l'intégrez-vous dans votre stratégie? Ça me gêne un peu de commenter les initiatives d'un concurrent. Il ne se gêne pas. Aussi respectable. Non, mais nous, on a quelques doutes pour l'instant, compte tenu des expériences qui ont été réalisées, qu'on arrive à faire significativement du low cost en long courrier. On est quand même prudent parce qu'on s'est quand même trompé sur le low cost moyen courrier. Voilà. Donc on est modeste. Mais qu'est-ce qui nous fait penser que c'est un peu plus compliqué? C'est plusieurs choses. D'abord, l'utilisation des avions en long courrier par les compagnies traditionnelles est bonne. On fait beaucoup voler nos avions. Donc il n'y a pas une marge considérable d'augmentation du nombre d'heures de vol des avions long courrier par jour, si vous voulez. 17 heures, c'est ça à peu près. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est entre 15 et 17, après ça dépend des destinations. Ce qui est énorme, parce qu'il faut quand même le temps juste de les nettoyer puis de les maintenir. Il y a un petit détail quand même. Donc il n'y a pas beaucoup de marge. Deuxièmement, c'est quand même compliqué sur un vol de 8 ou 9 heures, plus compliqué que sur un vol de 2 heures, de vous expliquer, vous paierez l'eau aussi. L'eau, c'est non, la couverture, c'est non, rien. C'est plus compliqué, hein. C'est possible. C'est possible, ça me paraît plus difficile. Troisièmement, ça existe un peu, en fait, le low cost déjà sur long courrier, ça s'appelle les charters. Vous voyez, mais c'est très, très, très saisonnier. C'est-à-dire que dans le fond, il y a des low cost que vous pouvez prendre, hein, qui s'appellent des charters, qui sont très, très actifs en été en hémisphère nord, et puis il ne se passe rien en hiver. Donc ça veut dire que la saisonnalité, qui est très très importante dans l'activité low cost, et qui sera très importante dans l'activité low cost long courrier, elle va s'appliquer aussi en long courrier. C'est-à-dire que vous allez acheter 300 avions long courrier et en garder 100 l'hiver. C'est cher, ça. Hein. Ça, c'est vraiment cher, hein, pour le coup. Donc j'y crois pas beaucoup, voilà. Monsieur Abraham, vous, qu'est-ce que vous en pensez alors? Bon, pas différemment, je crois. Moi, je voudrais simplement référer aux avis de nombreux experts. Il y a très très peu d'experts qui croient au low cost en courrier. Il y en a quand même un ou deux. La raison principale, d'ailleurs, étant celle qu'ils viennent de dire, à savoir qu'on ne peut pas faire tourner les avions plus qu'ils ne tournent. Or, c'est l'élément essentiel sur lequel jouent les low cost en court courrier. Alors, bien entendu, on peut gagner sur les salaires, on peut gagner sur un certain nombre de choses. Cela étant, là aussi, c'est extrêmement risqué de dire il n'y aura pas. Disons que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup.
et ça ne semble pas, à court terme, une menace crédible. Mais effectivement, compte tenu des erreurs de prévision qui ont été faites par le passé, après tout, cette site est encore possible. Il faut le rappeler, en Asie, ça se développe quand même énormément. Il y a quand même ce sont des filiales de compagnies classiques, de Singapore Airlines, de Qantas, mais en plus il y a AirAsia X. Il y a quand même une offre low cost en courrier qui est en train de se développer dans cette partie du monde. Non, Fabrice, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. C'est une offre low cost moyen courrier long. Simplement parce que l'Asie c'est grand. Enfin, je m'excuse, hein. Et l'Asie c'est grand. Donc c'est des vols de 4-5 heures. Vous voyez? Oui. Il n'y a pas beaucoup plus. Hein. Non, un petit peu quand même. Un petit peu, très peu. Hein, mais très peu. Hein, franchement, très peu. Oui, dans le low cost européen, on est dans la gamme dans certains cas, des 3-4 heures. On n'est pas tellement différent. Hein. Même moins. Claude Abraham posait la question de l'avenir des grandes compagnies européennes. C'est aussi posé la question de la compétitivité en Europe. Monsieur De Juniac l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Cette compétitivité n'est-elle pas entravée par des décisions au niveau communautaire et national qui sont au contraire qui vont au contraire des intérêts des transporteurs européens? Que peuvent faire les États européens selon vous? Ils peuvent arrêter de faire ce qu'ils font. Ah, c'est-à-dire c'est-à-dire de considérer le transport aérien comme une matière infiniment taxable et corvéable à merci. Je pense que ça, je rappelle par exemple que le transport aérien est sans doute la seule activité de transport en France qui paye la totalité de ses coûts d'infrastructure, y compris les coûts administratifs. C'est également le transport aérien qui contribue à la santé des pays en voie de développement via la taxe qu'on appelle la taxe Chirac, qui représente quand même 50-60 millions d'euros par an pour la France. C'est considérable. Donc effectivement, la première chose à faire, effectivement, est de veiller à ce que cette matière taxable ne soit pas taxée de façon déraisonnable. La deuxième, c'est de veiller à ce que la concurrence soit loyale et que les contraintes imposées aux compagnies européennes soient imposées également à leurs concurrents, qu'ils soient européens ou pas, ce qui n'est pas forcément le cas tout le monde. La troisième... Vous faites allusion à quoi là, exactement? Pardon? Vous faites allusion à quoi exactement? Bon, je fais allusion au comportement un peu limite de certaines compagnies. Bien que ceci n'ait jamais été démontré, on prétend que le résultat net de Ryanair est égal à la somme des subventions qu'il reçoit des aéroports. Bon, même si ce chiffre est inexact, c'est quand même impressionnant. Quatrième remarque, c'est celle qui concerne les charges aéroportuaires. Là aussi, encore faut-il veiller à ce que ces charges demeurent raisonnables et que les aéroports soient des alliés de leurs principaux concurrents et pas non plus des adversaires. Les aéroports vont quand même mieux que les compagnies aériennes. Donc d'une façon générale, et puis cinquième élément, ne pas donner n'importe quel droit de trafic à n'importe qui sans qu'il y ait de sérieuses contreparties. Autrement dit, je pense que, et on pourra ajouter d'autres éléments, je pense que les États européens peuvent faciliter ou compliquer la tâche des compagnies. Bien entendu, ce sont elles qui ont leur destin en main, mais maîtriser ce destin pourrait être plus ou moins facile ou difficile selon le comportement ou des États ou de la communauté. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de chemin à accomplir. Il faut rappeler que le transport aérien aujourd'hui n'est plus une activité de luxe, c'est une activité essentielle et que quelque part en matière de taxation, ça suffit. Monsieur de Juniac, comment expliquez-vous cette incompréhension des gouvernements européens? À Doha, au sommet, à l'Assemblée générale de IATA, vous avez dit à un moment, lors d'un débat, les gouvernements européens, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas l'importance du danger pour nous. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est vraiment une incompréhension? Est-ce qu'ils s'en fichent tout simplement? J'en sais rien. Non, c'est une incompréhension partielle de beaucoup de gouvernements, c'est-à-dire qui ne sont pas que européens. Parce que le transport aérien, c'est vu comme... Enfin, il y a deux idées fausses sur le transport aérien qui circulent un peu. Hein. C'est que premièrement, on est très riche parce qu'on a fait des très gros chiffres d'affaires. Malheureusement, on n'est pas riche du tout, mais juste pas. Hein. Quand on fait un peu de marge, on est tellement content. Donc on a un très gros chiffre d'affaires, mais on ne fait pas de marge. Voilà. Donc, quand vous avez un gros chiffre d'affaires, tout le monde s'imagine qu'on peut nous taxer gentiment, ce que disait M. Abraham. C'est donc comme ça qu'on accumule des taxes diverses et variées, parce qu'on dit c'est pas grave, 1 euro par billet d'avion. Ben, si, c'est grave, si, c'est 60 millions à la fin. Vous voyez, c'est comme ça que ça vient. Hein. Là, c'est la première chose. Et dans beaucoup de pays, on a ce sentiment-là. Les gouvernements se disent ils sont très très gros, très très riches, etc. C'est complètement faux, juste. Hein. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on est des sociétés de services.
aucune honte à ça, au contraire. Moi, je suis plutôt très fier d'une société de services, mais les gouvernements nous voient c'est un tout petit peu moins chic que les emplois industriels. C'est comme ça, et notamment en Europe. Voilà, donc on privilégie plutôt l'industrie aéronautique. Disons qu'on a du mal. Alors maintenant ça vient, mais on a du mal à expliquer que nous sommes un énorme pourvoyeur d'emplois, enfin notamment industriels, mais ça passons, puisque vous savez qu'on a 15 000 emplois industriels à France KLM, purement industriels, qui font de l'industrie, dans des usines, des vrais, vous voyez. Mais le reste sont les emplois de service qui ont apparemment un tout petit peu moins d'attractivité pour les gouvernements. C'est comme ça. Mais or, on est un plus gros pourvoyeur d'emplois en France que l'industrie aéronautique au sens strict, pratiquement. Au sens strict, confection d'avions. Vous parliez des compagnies du Golfe. Alors, en revanche, les compagnies du Golfe, eux, ont bien compris l'intérêt du transport aérien. Pensez-vous qu'il faille arrêter de leur accorder des droits de trafic? Je crois qu'il faut être vigilant sur les droits de trafic, oui. Arrêter, j'en sais rien, mais il faut être vigilant. Et puis demander des contreparties, comme le dit M. Abraham. Voilà. Mais là, c'est assez compliqué, puisque le transport aérien, faut-il le rappeler, n'est pas dans l'OMC, il dépend de l'OACI. C'est une organisation quand même qui prend du temps avant de prendre des décisions, et en plus, il faut que tout le monde soit d'accord, ce qui est assez compliqué. Donc, sur ce plan, vous risquez quand même de... Oui, mais les droits de trafic sont quand même de la prérogative des gouvernements quand ils n'ont pas signé des accords à ciel ouvert. Donc, dans les accords bilatéraux. Voilà, c'est le cas de la France notamment. Donc la France peut octroyer ou pas des droits de trafic, et elle le fait avec circonspection, je trouve bien. D'ailleurs, là, de ce point de vue-là, ça nous aide un petit peu. D'accord. Donc, vigilance, c'est quoi? L'autre point en Europe qu'a mentionné indirectement M. Abraham, c'est l'Europe peut faire un gros effort d'infrastructure. Sur les infrastructures, pas seulement aéroportuaires, mais contrôle du trafic aérien, optimisation des routes, etc. Ce serait important pour nous. Il y a le programme César qui va arriver. Oui, c'est ça. Mais nous soutenons très très fortement le programme César. Avec d'ailleurs nos camarades de British Airways, de Lufthansa et d'EasyJet. César qui n'avance pas très vite, d'ailleurs. Qui n'avance pas très vite, mais enfin qui a le mérite d'exister et qui avance quand même. Le déploiement est prévu doit commencer en théorie en 2015. Claude Abraham, comment voyez-vous le paysage du transport aérien européen d'ici 10, 15, 20 ans? Comment ça va évoluer selon vous? Je crois que, là aussi je ne veux pas m'aventurer des prix, il y a des choses qui semblent probables et d'autres qui semblent possibles. Ce qui semble probable, lorsqu'on fait ce qu'on fait couramment en matière de projection, c'est de l'extrapolation, c'est le déplacement du centre de gravité du monde aéronautique vers l'Est, vers l'Orient. Si la Chine continue à se développer comme elle se développe, il va y avoir effectivement dans 15 ans un phénomène chinois considérable en matière de trafic intérieur et international, et donc en matière d'influence probable de la Chine et compagnies chinoises sur tout, sur les alliances, sur les accords, sur la réglementation internationale. Ça, c'est quelque chose qui semble relativement probable. La deuxième évolution, celle-là, elle est plus difficile à définir, et dans le rapport qui a été publié il y a 1 an, nous sommes contentés, je dis nous, parce qu'en vérité, moi, ce rapport, je me suis contenté de le signer, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Nous avons décrit un certain nombre de scénarios allant du meilleur au du pire. Le scénario du meilleur, c'est le maintien du statu quo avec ces 3 grandes compagnies européennes demeurant ce qu'elles sont, demeurant des leaders tels que vous l'avez défini au début, avec peut-être effectivement une peut-être régression sur le point à point. Et puis, l'extension de la concurrence est telle que l'on peut imaginer des scénarios de dégradation progressive dans lequel une partie des liaisons d'apport sera grignotée par rapport, dans lequel une partie du moyen courrier sera grignotée, et on peut passer à un scénario du pire dans lequel on assisterait en Europe à ce à quoi on a assisté aux États-Unis, à savoir des concentrations progressives. Je rappelle qu'aux États-Unis, avant la déréglementation, il y avait 10 grandes compagnies, dont certaines célèbres s'appelaient Panam, TWA, Easton, etc., qu'elles ont toutes disparu aujourd'hui. Et on peut imaginer un avenir du pire dans lequel des 3 grands groupes européens, il n'en demeurerait que peut-être 2, dans lequel il y aurait des prises de contrôle de ces compagnies, soit entre elles, soit par des étrangers. Donc, ce contre quoi il faut se prémunir précisément, et l'intérêt des scénarios, c'est d'évoquer des possibles et de donner aux acteurs des raisons de se battre pour que le plus mauvais du possible n'arrive pas. Donc, dans ce scénario, un des 3 gros, Air France, KLM, Lufthansa ou British Airways, pourrait disparaître. C'est une des possibilités qu'on n'a pas le droit d'exclure aujourd'hui. Alexandre de Juniac.
Votre avis? Moi, je pense deux choses. D'abord, en Europe, ce sera difficile, même si le risque existe de passer de 3 à 2, en matière de concurrence, je ne suis pas sûr que les autorités de la concurrence acceptent ça facilement. Quand je vois s'il y avait une fusion qui ne soit pas subie, mais voulue entre 2 des 3 acteurs. Si vous vous souvenez, aux États-Unis, le Department of Justice a mis beaucoup de temps à accepter la fusion USR américaine, c'est-à-dire le fait de passer de 4 à 3. On considérait qu'on commençait à atteindre une limite en matière de concurrence. Les prix remontaient d'ailleurs. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous, pour Air France KLM, nous voyons notre avenir international dans les 10 prochaines années comme étant une compagnie qui est au cœur d'un réseau d'alliances internationales avec un ou deux grands partenaires américains du Nord et du Sud, et 1 ou 2 ou 3 grands partenaires asiatiques, dont nous sommes le correspondant européen, et avec un très très fort contrôle de marché intérieur, qui n'est pas que la France et la Hollande, mais qui est l'Europe, grâce au développement et des hubs et de notre low cost européenne. Voilà comment on voit la chose. Et on se voit quand même avec une taille significative, puisque on est dans un monde de géants. Alors c'est pas qu'on cherche la taille pour la taille, c'est pas pour le plaisir d'Alexandre de Juniac d'être très très gros, ça ne m'intéresse pas du tout ça. C'est simplement parce qu'on est une industrie capital intensive. Donc une industrie capital intensive, il n'y a pas de miracle, la taille il n'y a pas besoin de faire de l'économie très compliquée pour savoir que ça pousse à la taille. Ça c'est la première chose. Et puis la seconde chose, c'est que nos concurrents sont des géants. Et puis troisième chose, c'est que nos clients, ce que veulent nos clients, c'est qu'on leur donne des grands réseaux d'accès à l'ensemble du monde. C'est-à-dire beaucoup de destinations, beaucoup de correspondances dans le monde entier. Vous ne faites pas un gros réseau en étant petit. D'accord ? Donc pour ces 3 raisons, la course à la taille est importante. Alors elle se fait soit directement, soit par alliance. Pour l'instant, c'est par alliance parce que nous ne pouvons pas nous acheter les uns les autres d'un continent à l'autre. Vous voyez, je crois que c'est ça. Et je ne vois pas ça changer. D'accord, donc vous ne voyez pas une sorte de libéralisation un peu mondiale qui permettrait Quand j'ai demandé aux autorités américaines si dans le cadre du traité dit NAFTA, c'est-à-dire North Atlantic Free Trade Treaty, ils étaient prêts à lever les restrictions pesant sur l'achat des compagnies aériennes américaines, avec une réciproque évidemment en Europe, la réponse c'est non. Même aujourd'hui, alors que les compagnies américaines vont mieux et pourraient... C'était il y a 1 an, donc c'était non. Donc je ne le vois pas faire. Et je n'imagine pas les Chinois lever ça vite, vous voyez. Est-ce que vous pensez qu'en Europe, il y aura une concentration des compagnies à bas coût, Monsieur Abraham? Je crois que les compagnies à bas coût sont très nombreuses, peut-être trop, qu'elles se développent beaucoup, peut-être trop. Je pense qu'elles ne voient pas toutes très bien. Il y en a quelques-unes qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres moins. Et par conséquent, là aussi, l'évolution du secteur semble probable. Il y aura vraisemblablement, presque certainement, des concentrations parce que le marché ne supportera pas très longtemps de très nombreuses compagnies, dont certaines au bord, peut-être du mauvais côté d'ailleurs du dépôt de bilan. Donc là aussi, me semble-t-il, il faut s'attendre à des évolutions peut-être assez rapides. Je l'ai dit tout à l'heure, le transport aérien se caractérise par des évolutions extraordinairement rapides. Et peut-être au moment où nous parlons, il se passe peut-être quelque chose quelque part. Est-ce qu'une grosse compagnie peut être un jour rachetée par une low cost en Europe, Monsieur de Juniac? Je ne sais pas, je ne crois pas, peut-être. C'est un pari considérable. Pour une low cost acquérir une compagnie legacy, c'est un pari auquel je ne sais pas, je ne crois pas, non. Mais en revanche, je partage l'avis de M. Abraham, comme quoi le secteur low cost européen va être en consolidation. Ça oui, parce qu'il y a un peu trop d'acteurs, probablement. On se dirige, M. Abraham, allez-y, je vous en prie. Trop d'acteurs et trop d'avions. Oui, donc baisse de prix. Baisse de prix, oui. Surcapacité, baisse de prix. Pas forcément. Non, aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est notamment cette surcapacité qui tire les prix à la baisse quand même. Très bien, écoutez, la séance de questions-réponses est ouverte. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à vous présenter. Merci. Bonjour, Pascal Parent. Question pour Monsieur de Juniac. Vous avez lancé un produit qui semble être révolutionnaire, 4 de front en business. C'est vraiment le rêve de tous les passagers business, je dirais. Le premier vol a été effectué le 24 juin à destination de New York. Est-ce que les premiers feedbacks des clients vous confortent dans le fait
que c'est l'arme qu'il vous faut pour combattre les compagnies asiatiques ou les compagnies du Moyen-Orient, surtout, qui ne proposent pas un tel produit. Et j'aurais une deuxième question qui concerne... Il y en a certaines qui proposent quand même, hein. Soyons justes. À 4 de France, ça existe, mais nos premiers retours sont très très bons, oui. Très très bons. Et c'est pas uniquement c'est parce que pour ceux qui ne sont pas familiers, être 4 de France, ça vous permet d'avoir accès à votre siège sans enjamber votre voisin. Ce qui est assez commode quand même. Mais c'est pas que ça, hein. C'est non seulement un siège qui est un vrai lit, on y dort extrêmement bien. C'est la première fois que je me suis endormi tout de suite et réveillé pratiquement secoué par l'équipage. C'est un très bon. On a beaucoup amélioré la prestation à bord, tout ce qui est la télé, enfin les films ou les jeux, les divertissements à bord. Voilà, donc tout est amélioré. C'est pas qu'une affaire de siège, un transport aérien. Ça commence chez vous, devant votre site internet, au moment où vous commencez à réserver, à choisir votre siège. Ça se termine chez vous quand vous êtes rentré avec vos bagages. Ben oui, bien sûr. Et donc c'est tout le temps. Et la deuxième que j'avais concerne plutôt une déclaration d'Abkar Al-Bakr qui est le président, pour ceux qui ne savent pas, de Qatar Airways, qui souhaite faire une tribune un petit peu du Sound Farnborough et essayer d'avoir, contre des commandes, plus de slots ouverts entre peut-être la France et le Qatar. Pensez-vous que c'est une pratique faire? Et vous qui êtes un opérateur qui est plus de 160 Airbus, si ma mémoire est bonne, n'avez-vous pas votre mot à dire également? Dire que c'est une pratique faire, non, la réponse est non. Voilà. Elle est courante, mais elle n'est pas faire. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Banquier. Oui, madame, allez-y, présentez-vous. Je suis de la direction générale de l'aviation civile. Je profite de la présence d'un ancien directeur de l'aviation civile à côté d'un président de compagnie aérienne pour aborder un sujet qui malheureusement n'est pas abordé au cours de cette journée. J'étais le 4 juillet à une journée achat durable, sauver la planète à Bercy, où une fois de plus l'avion est stigmatisé. Et donc je voulais souligner une politique schizophrène de l'État actuellement, qui est en fait, au nom du développement durable, de stigmatiser l'avion pour l'empreinte carbone, quitte à aller contre un autre pilier du développement durable, puisqu'on nous demande d'insérer des clauses sociales pour sauver l'emploi. D'accord? Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'autre part, je ne pense pas que les avions font mourir les abeilles. Je ne crois pas qu'il faut amplifier le danger pour la planète des avions. Et la stigmatisation de l'avion n'est pas neutre pour le budget de la DGAC, pour Météo France, pour les compagnies. Et je voulais savoir, face à cette stigmatisation au nom du développement durable, quelle est votre réaction, quelle est votre parade? Monsieur Abraham, monsieur... Je ne sais pas si je sais répondre à cette question. C'est vrai que le transport aérien n'a pas très bonne réputation en matière enfin, si j'ai bien compris votre question. En fait, c'est un faible polluant qui est très visible. Simplement, ce que je crois, c'est que toute taxation doit être telle qu'elle s'impose à tous ou à personne. Je crois, encore une fois, vouloir montrer l'exemple est une belle façon de se tirer une balle dans le pied. Monsieur de Gignac. Si vous voulez, nous, on est bien conscient que les nuisances environnementales et transport aérien, elles sont perçues comme importantes alors qu'elles sont dans le fond assez faibles quand on y réfléchit, hein. On est un très faible polluant, le transport aérien, ça doit correspondre à 4% des émissions de carbone, quelque chose comme ça, même pour entre 3 et 4. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, en matière de nuisances sonores, comme vous savez, ce qui est le deuxième, qui est la deuxième atteinte à l'environnement, on est quand même là, parmi les rares à payer quelque chose contre les nuisances sonores. Je paye une taxe, moi, pour pallier les effets des nuisances sonores. Donc c'est bon, on considère que ça va, on paye, on fait ce qu'il faut. Et troisième élément, ce qui est l'outil le plus puissant, si vous voulez, pour nous empêcher de faire ou limiter notre empreinte carbone, c'est le prix du fioul. Il faut quand même réfléchir à ça. Quand même, c'est 33% de nos coûts. Ça a augmenté de manière phénoménale. Quand Jean-Cyril Spinetta, mon prédécesseur, a pris ses fonctions, il me raconte toujours que le prix du fioul représentait 8% de ses coûts. Ça en représente 33. Le baril était à $7. Ouais. Je voudrais d'ailleurs rappeler un chiffre qui est peu connu. C'est ça qui est un incentive très très fort. Pardon, hein, pour nous. Excusez-moi, je rappelle qu'en moyen courrier, la consommation passager kilomètre d'un avion est inférieure à celle d'une voiture. Si l'avion est rempli. Si l'avion est normalement rempli, bien entendu.
80-85%. C'est la même chose pour les voitures, il faut être à 4 plutôt qu'à 1. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur Manquire. Oui, je voudrais proposer, Jacques Manquire à Vico, je voudrais proposer deux idées à notre noble assemblée. La première, c'est que quand on va sur les sites corporate de toutes les compagnies, que ce soit les concurrents que l'on craint, du Golfe ou les Ryanair, etc., et quand on va sur les sites corporate des grandes compagnies européennes qu'on voudrait voir se solidifier, il y a une chose qui frappe, c'est que d'un côté, il y a une simplicité absolue sur les objectifs, sur la façon dont les choses sont exposées, voire sur les coûts. Je parle en particulier de Ryanair et d'EasyJet, pour lesquels tout est parfaitement transparent. Et du côté des grandes compagnies, on semble avoir perdu cette capacité à faire simple et vite. On fait beaucoup d'études, et je pense que cette absence de simplicité dans les approches, bon, bien sûr c'est dû à la taille des compagnies, au fait qu'elles veulent tout faire, etc., mais c'est quelque chose qui est très important et que l'on nomme trop souvent. On fait des choses trop compliquées. La deuxième chose, c'est que Monsieur de Gignac, le confort des avions, c'est très bien, mais vous l'avez dit, je crois, c'est de domicile à domicile que l'on veut avoir un service absolu. Et on a quand même un handicap, c'est justement le service. C'est le personnel qui le délivre. C'est une des choses qui fait le succès du Golfe, des compagnies du Golfe ou de Singapore Airlines, par exemple. C'est qu'ils ont beaucoup de monde, pas forcément très qualifié, pas forcément avec beaucoup de classe, mais ils ont beaucoup de monde qui s'occupe des passagers, they pamper them, comme ils disent, et les passagers aiment cela. Et puis il y a un autre secteur où on est lamentable au point de vue service, je crains, ce sont les aéroports, où ça devient un parcours du combattant d'arriver à l'avion et d'en repartir si on n'est pas un passager VIP qui est accompagné, ou première classe qui est accompagné de bout en bout. Monsieur Gignac, alors c'était plutôt un commentaire, une réaction? Deux réactions. Enfin, nous investissons dans toute la chaîne, hein, qui va de chez vous à chez vous. Hein. C'est-à-dire qu'on investit sur le site internet, dans les centres d'appel, dans les salons d'aéroport, dans la manière dont vous êtes accueillis à bord, et puis encore dans les bagages, etc. Donc toute la chaîne, on investit. Alors on fait ce qu'on peut, peut-être qu'on n'est pas toujours très bon partout, mais on le fait parce qu'on est bien conscient que vous êtes sensible à ça, et notamment au parcours au sol. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et on le fait d'ailleurs aussi beaucoup en commun avec ADP, sur nos grandes plateformes de CDG et d'Orly, et avec Schiphol pour la partie KLM. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, je vous trouve assez sévère sur le service, parce que s'il y a une chose pour laquelle on est plutôt bien noté, c'est la qualité de nos équipages, notamment à bord. Alors tout le monde a son expérience où l'équipage n'a peut-être pas été à la hauteur, ça arrive, mais en moyenne on est plutôt très bien noté. Et notamment parce que, et ça moi je crois que c'est une très très grande force qu'on a, les équipages français d'ailleurs comme hollandais savent garder la bonne distance avec le passager. Vous dites que vous êtes sensible au fait que l'équipage s'occupe tout le temps de vous. Moi, je connais beaucoup de passagers qui n'ont qu'une seule envie, c'est que l'hôtesse ou le steward ne deviennent pas leur meilleur ami tout le temps. Vous voyez, ça, je peux vous dire, ils sont même plus nombreux que vous ne le pensez. C'est même en fait plus que la moitié. Hein, donc, oui, mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus partagé, et nos équipages, en général, savent garder, je trouve, la bonne distance. Ils sont même plutôt très bons. Alors, c'est vrai, de temps en temps, ils ne sont pas bons. Ça peut arriver, et ça, c'est désastreux. Voilà. C'est là où Singapore Airlines, à mon avis, nous est supérieur, c'est que la régularité du service est meilleure. Si vous me demandez, et voilà, j'aimerais aboutir à une régularité de service qui est toujours la bonne, ce qui sur Air France KLM. Voilà. Quand elle est bonne, on est imbattable, je peux vous dire. Il y a plusieurs questions. Vas-y, madame, monsieur. Monsieur de Gignac, bonjour. Je fais partie des clients de votre compagnie qui, effectivement, aiment avoir la paix. J'ai deux questions. La première, votre homologue d'EasyJet nous a expliqué tout à l'heure que pour réussir dans le low cost, il fallait tomber dedans à la naissance. Ce n'est pas votre cas. Quelle réponse on peut lui faire? Et la deuxième question, c'est pour... Je suis d'accord avec elle. Oui, mais alors comment vous réglez le problème? Ah bah chez nous, la low cost qui est Transavia Hollande et Transavia France, elle est complètement à part d'Air France et de KLM. Hein.
avec des équipes à part, une personnalité morale différente, des accords collectifs qui ne sont pas les mêmes. C'est complètement à part, c'est géré à part. Même si le transfert des pilotes d'Air France chez Transavia... C'est marginal. C'est marginal, d'accord. C'est marginal, mais le transfert des pilotes d'Air France se fait aux conditions de Transavia. Soit les pilotes vont piloter aux conditions de Transavia, soit ils ne sont pas transférés. Ok. Deuxième question, mais dans le même ordre d'idée, c'est est-ce que pour réduire les coûts ou reprendre pied dans le point à point, vous estimez qu'un jour, vous pourriez, comme en Suisse, créer des TGV Air France sur les liaisons courtes comme Lille ou Lyon sur Roissy et qui vous permettraient d'économiser le déficit de ces lignes et ce qui pourrait être du même confort pour les passagers? Ça, c'est un vieux projet. Un lien avec le train, vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est-à-dire pour aller de Saint-Exupéry... Ça existe déjà, en fait. Hein. On a ça sur Strasbourg, on a ça sur Bruxelles, par exemple, et ça marche plutôt pas mal. Et le point, là, est de voir avec la SNCF comment est-ce qu'on peut assurer les mêmes services en gare que nous assurons en aéroport. Puisque le gros point noir de ces liaisons train-avion, c'est le transfert des bagages. Ouais. Voilà. Donc, alors là, et pardon de rentrer dans la cuisine, mais il y a d'abord des sujets pratico-pratiques, est-ce qu'on a la place pour mettre le comptoir, etc. Et des sujets de sécurité de vos bagages, de votre chaîne bagage, depuis le moment où vous enregistrez jusqu'au moment où le bagage est dans l'avion. En Ils tout sont cas, pas si totalement jamais évidents et que nous sommes en train d'expérimenter sur Strasbourg et sur Bruxelles. Voilà. En tout cas, si jamais vous prenez l'envie de le faire au départ de Saint-Exupéry et de Lyon-Centre, vous n'auriez comme client. Merci. Bon, bah c'est noté. Voilà. Une question au-dessus En avant. et ensuite... Bonjour messieurs. Une question très rapide. Vous avez fait référence tout à l'heure, monsieur Abraham, à Singapore Airlines. Présentez-vous, monsieur. Pardon, Emmanuel Tisser, j'appartiens au groupe DFS. Vous avez fait référence à Singapore Airlines qui n'était plus forcément dans les compagnies de référence. Pour autant, monsieur Juniac confirme ce qu'il avait déjà écrit et dit plusieurs fois, que c'était un benchmark pour lui. Ça, c'est le premier point, ce que je reçois en tout cas. Et le second point, vous avez fait référence tout à l'heure aussi au contrôle effectif. Au contrôle effectif, notamment de certaines compagnies aériennes, notamment du Golfe, et à leur prise de contrôle petit à petit d'un certain nombre de compagnies, notamment en Europe. Ma question, c'est de savoir si vous confirmez que vous faites bien référence aux compagnies du Golfe, et notamment à Etihad en ce moment. Non, j'ai peut-être eu tort de faire référence aux compagnies du Golfe plutôt qu'à Singapore Airlines, parce que le phénomène Golfe est un phénomène récent. La référence Singapore Airlines est une référence qui est presque de mon temps, si j'ose dire. Mais je ne souhaite pas la sous-estimer. Quant au contrôle effectif, je crois qu'effectivement, la question va se poser, en particulier l'activité débordante en matière de prise de capital d'Etihad pose l'évidence des problèmes. Je pense que M. Juniac serait mieux placé que moi pour l'évoquer. Nous avons écrit avec Lufthansa aux autorités européennes pour leur demander de bien regarder l'application de ces notions de contrôle effectif. Ce n'est pas dirigé contre les compagnies du Golfe, c'est vrai qu'il y en a une qui a fait beaucoup de choses en Europe, hein, mais je rappelle qu'il y a d'autres compagnies, les compagnies du Golfe, qui investissent en Europe. J'en ai au moins 2 exemples, une aux États-Unis, une en Chine. Hein. On va prendre les 2 dernières questions, madame. Oui. Monsieur. Oui, bonjour Monsieur de Junac, je suis équipage Air France. Donc d'abord, je voulais vous remercier pour les compliments que vous avez faits aux équipages, parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont fait vraiment un gros effort. Le compliment exigeant, madame, aussi, hein, parce qu'il faut continuer. Hein. D'accord. Pardon. Ça, je vous laisse le dire. Il ne faut pas mollir. Ça, je vous laisse le dire. En revanche, les équipages sont très inquiets parce que vous avez parlé du grand marché transatlantique. Et dans le cadre de ce grand marché transatlantique, les droits au trafic vont être ouverts par les gouvernements. Ils ne sont absolument pas fermés par rapport à ça. Mais on l'est déjà, madame. Il y a déjà un accord Open Sky entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Donc il va être amplifié, c'est ça que je veux dire. La phase 2, mais bon, on en est loin phase encore. 2, mais enfin, ça me paraît pas. Je pense pas qu'il y ait un gros sujet d'inquiétude là. Enfin, si je puis me permettre, c'est pas ça le gros sujet d'inquiétude. Hein, c'est pas là que devrait se diriger l'inquiétude. D'ailleurs, je vous fais observer une chose. Il y a une compagnie non européenne qui a ouvert des liaisons long courrier sur le transatlantique, hein, que je ne citerai pas. Elle est non européenne parce qu'elle n'appartient pas à l'Union, hein, et sur lequel, d'ailleurs, les autorités américaines commencent à enquêter. Non, c'est norvégienne. Parce qu'Emirates fait du Milan-New York aussi. Et les autorités américaines et un certain nombre d'organisations, notamment de pilotes américains, ont commencé à demander l'application de règles sociales et de concurrence équitables à cette compagnie, qui emploie apparemment des équipages dans des conditions un peu acrobatiques.
avait Ce demandé qui pour l'aviation n'était pas totalement illogique, mais enfin pour l'aviation de passagers. qui avait demandé un CTA irlandais pour pouvoir bénéficier d'une sorte de pavillon. Ils n'ont pas eu, hein. Non, Ils vont travailler sur CTA norvégien. Absolument, avec du personnel norvégien pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, les deux dernières, monsieur, et ensuite monsieur, et on arrêtera ce débat. Oui, bonjour, Xavier Cotier, je suis également personnel navigant Air France. Et je suis aussi au SNPNC, qui est le syndicat national du personnel navigant commercial, et à Eureka, qui est European Cabin Crew, European Cabin Crew Association, une nouvelle association européenne qui vient de se créer pour les cabin crew européens. Vous venez d'évoquer Norwegian, effectivement, nous sommes très inquiets par rapport à ces pavillons de complaisance, hein, n'ayons pas peur du mot. Alors effectivement, dans un premier temps, ils n'ont pas eu leur AOC irlandais, mais lorsqu'on voit la position de la Commission européenne, et en particulier celle de Siim Kallas, notre commissaire au transport, lors d'une interview dans le New York Times, qui dit très clairement être favorable sur ce genre de montage. Pensez-vous pouvoir lutter pendant encore longtemps à cette pression qui vient quand même de la part, j'ai envie de dire, interne européenne, puisqu'elle vient de la Commission européenne? D'autre part... tout de suite, oui, je pense qu'on va pouvoir lutter, oui. Oui, bon, oui, je pense. Hein. Plutôt rassurant, alors, oui. D'accord. Parce que leur AOC leur a été octroyé pour 6 mois, renouvelable qu'une seule fois. Hein, donc on verra à l'issue de cette année. Pour l'instant, c'est plus les États-Unis qui bloquent. Hein. Oui, mais voilà. Justement, on sait bien que c'est les États-Unis qui bloquent, mais que fait l'Union européenne et surtout que font les grands transporteurs traditionnels européens? Nous poussons les autorités européennes à avoir une attitude qui est d'appliquer des règles de concurrence équitables, y compris sur les statuts sociaux, pour être un peu rapide, des personnels. D'accord ? Comme on l'a fait d'ailleurs, hein, comme vous le savez, même interne à l'Europe, entre les compagnies low cost et les compagnies. C'est long parce que ce sont des contentieux souvent juridictionnels pour imposer des règles de concurrence équitables entre les différents pays d'Europe, quels que soient les CTA octroyés. Et il y a un certain nombre de résultats qui arrivent. C'est pas très rapide, parce que c'est pas assez rapide à votre goût, mais sachez qu'on maintient une pression constante là-dessus. Bon, bah, écoutez, nous sommes plutôt rassurés. Merci. Dernière question, monsieur. Donald Payen à Mauritius, île Maurice. Un commentaire et une question pour monsieur de Juniac. Le commentaire, c'est au sujet de la montée en gamme d'Air France que vous venez d'annoncer. Je trouve parfaitement cohérent eu égard à la valeur de votre marque et je vous en félicite. Merci du support. La question, c'est par rapport aux pays du Golfe et aux compagnies du Golfe qui sont devenus, depuis les dernières années, des acteurs incontournables de notre industrie. À quelle échéance vous voyez, vous, un accord Air France-KLM avec une compagnie du Golfe et deuxième partie de la question, et laquelle? Pour nous, c'est simple. Comme vous le savez, on a déjà un accord avec Etihad, qui est un accord de code-share assez classique, hein, entre Amsterdam, Paris, Abu Dhabi, plus ce qu'on appelle des beyond, c'est-à-dire des destinations au-delà de ces aéroports. Bon, cet accord fonctionne. Moi, je pense que l'avenir de cet accord, c'est de se transformer en un système dit de revenue sharing ou de joint venture. Après, on l'organise comme on veut entre Etihad et nous. Et notamment pour Etihad, pour accéder à l'Europe, c'est leur intérêt. Voilà. Mais nous, notre intérêt, c'est d'accéder à l'Asie du Sud, pour lequel nous sommes très faibles. Je rappelle que l'Asie du Sud, ce sont des petits pays très peu peuplés comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, etc. Donc c'est 1,5 milliard de personnes sur lequel la position de la compagnie européenne et celle de la France-KLM n'est pas très forte. Et en revanche, les compagnies du Golfe, comme vous le savez bien, hein, sont devenues des compagnies intérieures indiennes, pakistanaises, bengalaises et sri-lankaises. Je voudrais juste, pardon, ça peut intéresser l'Assemblée, est-ce que vous savez qu'à Singapour, il y a 9 vols quotidiens sur le Golfe, dont 2 dans la 380, opérés par la compagnie du Golfe, et il y en a 9 à Kuala Lumpur. Ça fait 18 vols quotidiens sur le Golfe, dans deux villes qui sont distantes de 400 nautiques. On n'est pas les seuls à être sous pression. Hein.
Merci Alexandre de Juniac, merci Claude Abraham. Reprise des débats à 14h, vous pouvez les applaudir.